Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette interview. Nous avons l'immense plaisir, une fois de plus, de nous retrouver face au président Bandakani, président national du nouveau mouvement populaire et panafricaniste dans l'âme. Sur ce plateau, je ne serai pas seul, mais accompagné d'un co-modérateur, j'ai nommé M. Nguesse Gislin. Nous voulons, Monsieur le Président, vous adresser nos chaleureuses salutations pour cette nouvelle édition où nous faisons l'analyse exhaustive de la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je vous retourne vos salutations et vos amabilités. C'est toujours un plaisir de recevoir l'équipe d'animation de notre page officielle Facebook, YouTube. C'est une dynamique qu'il va falloir consolider davantage parce qu'en toute apparence, ça crée un réel engouement sur la toile et nous on ne demandait pas mieux. Donc voilà, je suis à votre disposition. Je prends acte de l'innovation. Maintenant, on est en co-modération. C'est une bonne chose. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Étant donné votre immense sollicitation, est-ce qu'il vous tient à cœur de commencer par un sujet d'accueil? Ce ne serait pas un sujet, ce serait ma solidarité avec les victimes des inondations graves à l'extrême nord de notre pays, précisément à Yagua. Je voudrais leur apporter toute la solidarité du NMP et de tous les panafricanistes. Ce sont des situations extrêmement déplorables parce que ce n'est pas la première fois que le nord du pays ou l'extrême nord du pays, Cameroun, sont frappés par des inondations. Et des mesures doivent être prises pour que de telles catastrophes soient évitées à l'avenir. Donc toute notre solidarité aux populations de Yagua qui vraiment vivent ce drame-là avec une stoïcité qui devrait faire réfléchir ce qui dirige notre pays. Bon, nous avons pris acte du geste du gouvernement, du chef de l'État à l'occasion de cette catastrophe. Mais ce n'est plus qu'un geste présidentiel qu'il faut. Il faut une véritable politique pour empêcher la répétition de telles catastrophes. Toute notre solidarité aux populations de Yagua. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Il y a précisément 13 ans de cela, à partir du 11 avril 2011, le président légal et légitime de la République de Côte d'Ivoire, tel que proclamé par le Conseil constitutionnel, au thème de l'élection présidentielle de octobre à novembre 2010, son Excellence Laurent Gbagbo et son épouse, la première dame Simone Gbagbo, sont arrêtés dans le palais présidentiel d'Abidjan, puis déportés à la Cour pénale internationale de La Haye. Cette arrestation, suivie de la déportation, était l'œuvre des forces nouvelles dirigées par M. Guillaume Soro, chef officiel de la rébellion, qui, après se soit brouillé avec le président Ouattara, affirme que c'est bel et bien lui qui finançait la rébellion depuis ses débuts. Il convient de rappeler que M. Ouattara, après s'être autoproclamé vainqueur de la dite élection, a été imposé et a prêté serment comme président de la Côte d'Ivoire après la déportation du président Laurent Gbagbo. Monsieur le Président Bandakani, vous n'avez eu de cesse d'affirmer que l'arrivée au pouvoir de M. Ouattara, dans les conditions sommairement décrites ci-dessus, était l'abjection suprême. Qu'est-ce qui fonde cette qualification que d'autres affirment de sévère? Ce qui fonde une telle qualification, c'est le fait que vous convoquez. Il est devenu historique. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. S'il y avait un autre mot qui pourrait être à la hauteur du mot bien du qualificatif ou du mot abjection, on l'aurait utilisé. Mais il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ça. C'est l'abjection vraiment suprême, parce que c'est la négation de tous les principes politiques, de tous les principes constitutionnels, de tout ce qui fonde la politique et le politique. C'est tout ce qui fonde la grande idée de la souveraineté nationale. Tout ce qui fonde les relations même internationales. Tous les codes moraux qui sont à la base, non seulement de la constitution des États, et même de l'action publique. Tous les canons moraux, éthiques, philosophiques, idéologiques qui ont nourri et continuent de nourrir ce qu'on appelle la légitimité en politique. Bref, c'est la politique qui a été assassinée avec l'arrivée de ce type au pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est la morale politique qui a été assassinée, complètement détruite. Et face à une telle situation, y avait-il un autre mot qu'il aurait fallu convoquer
pour qualifier un tel fait. C'est pour ça que le mot abjection nous a semblé être à la hauteur de la grande tragédie qu'a constitué l'arrivée de M. Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais l'infamie est encore plus grande lorsque on sait que ce n'est pas le génie personnel de l'individu, s'il en a, qui était en mouvement. Mais c'est une entreprise crapuleuse, barbare, sauvage, impérialiste, dans la pure tradition de ce que la colonisation, l'esclavage et le néocolonialisme nous ont fourni, nous ont servi depuis des siècles. Et c'est ça qui est au cœur de notre combat contre ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. C'était l'acte inaugural d'un nouveau cycle en Afrique qui avait pour moteur une Afrique sans les Africains. Parce que le premier cycle colonial, si on met de côté l'esclavage, le colon vient directement, il vous transforme en indigène. Il vous arrache tout, il arrache vos terres, vos maisons, vos enfants, vos familles, en fait ce qu'il veut, dans le cadre de la colonisation. Le néocolonialisme, lui, c'est un cycle qui est en réalité la continuité coloniale. Mais cette fois-ci, avec le colon blanc qui disparaît, derrière des endocolons, c'est-à-dire une classe de vauriens locaux qu'on a fabriqués dans les officines de la colonisation et qui ont pour fonction historique de faire ce que le colon faisait pourvu qu'ils aient la peau noire, de manière à ce que le colon blanc soit invisible. C'est ça le néocolonialisme. Mais là, on a un cycle nouveau. Et ce cycle-là, il est nouveau parce qu'il fusionne la colonisation directe, le néocolonialisme, et un plus, cette fois-ci, à savoir une Afrique sans les Africains. Qu'est-ce que ça veut dire, cet acte inaugural? Ça veut dire quoi? Il est facile à voir que, mais oui, Ouattara, c'est un Africain. Bon. Nous allons pas entrer dans ce débat, à savoir s'il suffit d'être noir pour être africain. Ce n'est pas le lieu. Mais on voit bien que c'est un cache-sexe qui est l'auparavant d'une dynamique extrêmement violente qui consiste en pleine fin du XXe siècle, début XXIe siècle, a fait même pire que la colonisation. Arracher un pays totalement, parachever l'acte d'arracher un pays totalement à ses propriétaires légitimes, s'assurer que ceux-ci vont disparaître à terme, par un ensemble de stratégies parmi lesquelles on peut mettre en exergue un déséquilibre profond de la démographie du pays, en collectant dans les pays voisins des populations qu'on installe dans le pays et à qui on octroie la nationalité du pays comme ça, à tout vent, mais dans le but justement de procéder à un remplacement qui ne dit pas son nom, mais à usage géopolitique et politique. Et on s'en fout. Les habitants autochtones du pays n'ont qu'à laisser suicider, ce n'est pas le problème. D'ailleurs, la Méditerranée est là pour engloutir le trop-plein, puisqu'on sait aujourd'hui que parmi les candidats à l'immigration par les voies de la Méditerranée, la Côte d'Ivoire est en tête. Et à défaut de ça, ils peuvent devenir des femmes pour les hommes, et les femmes devenir hommes. C'est le phénomène des Woubi en Côte d'Ivoire. La prostitution va servir de refuge pour ceux qui ne se sont pas suicidés. Donc, à terme, je ne voudrais pas parler ici de la question des Bidjans, par exemple. Les Bidjans ont été une espèce de cobaye expérimentale de ce type de politique. Abidjan leur appartient, mais aujourd'hui, c'est un peuple qui est en quasi-voie de disparition. On l'a privé de toutes ses ressources historiques, traditionnelles, et des étrangers, les Occidentaux, la France, et ses alliés, le roi marocain, les Bolloré, etc., M. Ouattara et son épouse, leur descendance, se sont partagés tout le patrimoine bidjan. Et jusqu'aujourd'hui, tous les régimes qui sont succédés en Côte d'Ivoire, depuis l'avènement du colon français, n'ont pas été en mesure de prendre en charge et de régler la question bidjan. Or, il était évident pour tout visionnaire de comprendre que ce qu'on fait avec les bidjans là, ça va être étendu plus tard à tous les Ivoiriens. Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui,
des agents français, des hommes d'affaires français, des dirigeants français se partagent la Côte d'Ivoire en plein jour. Ils font des réunions où ils se partagent les terres, ils décident de la dévolution d'immenses patrimoines fonciers, des villes, des quartiers, en plein jour, au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire que c'est du jamais vu. Donc, ça ne s'arrête pas à la Côte d'Ivoire. Le projet, c'est d'étendre le modèle à toute la sous-région, prélude à toute l'Afrique subsaharienne. C'est le rôle diplomatique, géodiplomatique de M. Ouattara, qui consiste, pour le compte de la France, à assassiner, à déstabiliser tout régime qui n'aurait pas adoubé auparavant. C'est ce qui explique un grand conflit, en grande partie, le conflit qui l'oppose à l'AES, en général, et en particulier au Burkina Faso. Donc, vraiment, cet événement-là, ça rappelle l'esclavage. C'est-à-dire l'esclavage a été un drame extraordinaire. Il y a un processus qui a été mis en place. Ça a commencé par les rapts avec les Portugais, commencé à rapter après des razzias au fur et à mesure. Et un matin, l'esclavage a pris corps. Cette population était arrachée à la terre, transportée à travers les mers dans les Amériques pour vivre l'une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine. Et le retentissement historique de l'esclavage ne cessera pas tant qu'il n'y a pas eu une véritable réparation. Mais on n'a pas fini que l'acte consistant à placer M. Ouattara au pouvoir dans les conditions que nous avons tous connues est venu, en plus de l'esclavage tel qu'il a été organisé, pratiqué les siècles passés, est venu s'ajouter, s'accumuler pour inaugurer une autre phase de la tragédie africaine qui est inacceptable. Qui est, je dis bien, à tout point de vue, inacceptable. Je ne parle pas du traitement réservé au président Gbagbo et à son épouse Simone. Qu'après on vient de nous dire que non, il est innocent. En fait, tout ce dont on l'accusait était faux. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé avec tous ces morts, assassinés, brûlés, tous les crimes contre l'humanité les plus odieux perpétrés par la rébellion ivoirienne. Vous avez cité un nom là à qui vous voulez attribuer la responsabilité de la rébellion. J'espère qu'on va pas enseigner ça à nos enfants parce que c'est faux. La rébellion est organisée par la France, par les militaires français, par l'armée française, et les paravents, comme celui que vous avez cité là, n'ont pas joué un autre rôle que celui de paravent. Le paravent en chef était M. Ouattara. Ses vassaux locaux, ses agents que vous avez cités là, n'étaient que de prolongement de ce rôle-là que la France a attribué, dans la pure tradition coloniale, à des nègres de service. Donc, vraiment, c'est une tragédie. C'est un acte inaugural, historique. C'est-à-dire, ce régime n'en est comparable à aucun autre régime en Afrique depuis, si vous prenez depuis les années 60. On ne peut pas comparer ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec un autre fait politique. On ne peut pas comparer. C'est pour ça qu'il est spécial. Le régime de Ouattara et l'arrivée de ce régime au pouvoir est particulier. On ne peut pas le mélanger avec les autres. Il n'est même pas comparable à un autre régime. Je vous dis, il n'est pas comparable. Nous qui avons un peu de mémoire, si vous voulez, on peut s'exercer à convoquer des accessions dramatiques et tragiques au pouvoir dans l'histoire de l'Afrique. Moi, je vous dis, depuis les années 60, moi, je n'ai pas vu d'aussi grave, d'aussi tragique, d'aussi humiliant, d'aussi rabaissant pour un continent et pour le peuple noir. Mais pour tous ceux qui, dans le monde, ont un certain idéal qui consiste à rappeler quelques points communs, quelques valeurs communes, quelques paradigmes fondamentaux communs à partir desquels une véritable communauté mondiale, à distinguer de la communauté internationale,
peut dire que ça, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Je voulais dire que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan constitutionnel, sur le plan social, sur le plan sociétal, à tout point de vue traditionnel, historique. Ce n'est pas acceptable ce que M. a fait. Voilà pourquoi nous avons estimé que c'est la plus grande catastrophe qui a frappé l'Afrique depuis les indépendances. Et pour nous, donc, il constitue l'abjection suprême. Voilà. Et il inaugure donc un nouveau cycle politique pour les nouvelles générations d'Africains qui n'ont pas connu les périodes de l'indépendance, qui n'ont même pas connu les années de démocratisation, entre guillemets, néocoloniale. Donc c'est un acte inaugurateur et il ne donne pas dans l'anodin que c'est à ce moment, justement, c'est à la faveur aussi de cet événement-là que le panafricanisme a repris, n'est-ce pas, son envol, ou bien a effectué son grand retour sur le continent et sur la scène mondiale. Monsieur le Président, je vais vous paraphraser sur quelques de vos propos que vous avez tenus. Vous avez dit que la Méditerranée accueille le trop-plein d'Ivoiriens qui ne supportent pas la situation difficile qui s'est suivie en Côte d'Ivoire après la prise de pouvoir de M. Ouattara. Et vous avez suivi en disant que ce qui s'est passé était humiliant au point de ne pas être acceptable, même sur le plan économique. Ceci nous renvoie à notre question suivante. Selon le rapport de 2023 de la Banque mondiale, indiquant que la République de Côte d'Ivoire possède un PIB estimé à 70,4 millions de dollars et qu'elle est classée 9e parmi les pays africains, parmi les économies africaines et 2e dans la CEDEAO. Des chiffres qui indiquaient une bonne santé économique du pays. Selon le FMI, ce n'est pas la même chose. Pourtant, selon le FMI, la dette extérieure de la République de Côte d'Ivoire était estimée à 58,1% par rapport au PIB, ce qui équivaut à 40,69 milliards de dollars. Un chiffre qui a été confirmé par le ministre de l'économie, du plan et du développement de Côte d'Ivoire, M. Nialé Kaba. Par ailleurs, selon l'agence européenne Frontex, près de 14 millions, autant pour moi, 14 000 Ivoiriens figurent parmi les exilés clandestins ayant débarqué sur l'île de Lampedusa, en Italie, si je prononce bien le nom, pour le seul mois de septembre 2023. Ce qui classe la Côte d'Ivoire 2e pays derrière la Guinée dans la sous-région CEDEAO. Monsieur le Président, nous voulons savoir, nous sommes là en présence d'objectifs, d'un paradoxe et nous voulons comprendre pourquoi les fils de Côte d'Ivoire décident, au péril de leur vie, de quitter ce supposé paradis économique que le génie du FMI que nous connaissons tous, le président Ouattara, a réalisé en Côte d'Ivoire. Ben moi, je ne procéderai pas à l'absurde. Moi, je vais renverser votre démarche. À supposer qu'il n'y ait pas d'exilés, qu'il n'y ait même pas de dette, et que l'économie soit même la meilleure au monde. Devrait-on soutenir une telle démarche? Devrait-on soutenir un tel fait historique? Parce que ce régime-là, en plus d'être une abjection politique, est en même temps une abjection économique. Et pour se justifier et se blanchir, il a tendance à convoquer une soi-disant expertise économique de son président en faisant référence à son passage au FMI. Il serait donc le meilleur économiste africain, avec pour seule référence directeur adjoint du FMI. Il faut donc fabriquer une croissance la plus extraordinaire possible. Il faut lui donner des performances les plus absolues afin de justifier l'injustifiable. Moi, je joue dans leur jeu. Si donc tout ça a été vrai, qu'on était en face de la meilleure performance économique africaine,
sur le plan économique, si on était en face du vrai paradis sur Terre, peut-on donc fonder un paradis sur un tel fait? Quel est ce paradis qui, de manière fondamentale, se constitue sur la base de l'abjection la plus absolue? Donc, même si le régime de M. Ouattara, appelons-le comme ça, parce qu'il faut toujours qualifier ce régime, c'est un régime, il est même pire qu'un régime néocolonial. Il est pire. Il faut trouver un nom, parce que néocolonial, il ne correspond pas à cette catégorie. Parce que néocolonial vient du néocolonialisme. Nkrumah a théorisé là-dessus. Nkrumah a théorisé là-dessus de façon excellente. Il a expliqué dans son livre, là, quels sont les critères qui permettent de qualifier un État d'un État néocolonial. Rapidement, on peut estimer que c'est un État qui a un drapeau, qui a toutes les apparences d'un État indépendant, mais qui ne l'est pas. Parce que tous les leviers réels de la souveraineté et de l'exercice de l'indépendance lui sont ôtés par tout type d'accord secret que le colon, partant, pour mieux revenir, a imposé. Mais le régime de Ouattara, il dépasse cette catégorie. C'est-à-dire il est pire qu'un régime néocolonial. C'est-à-dire il est pire. Il faut trouver le nom. Il faut trouver un autre nom là, que je n'arrive pas encore à trouver pour qualifier un tel régime. C'est-à-dire il est même la synthèse d'un régime esclavagiste, d'un régime colonial, d'un régime néocolonial. Il synthétise tout ça dans quelque chose qu'il faut inventer. Je n'ai pas encore trouvé le nom. Peut-être vous m'aiderez. D'ailleurs, je lance un appel à ceux qui nous suivent de réfléchir à quel type de nom on peut donner à un tel régime. C'est-à-dire qu'il soit la synthèse d'un régime esclavagiste, d'un régime colonial et d'un régime néocolonial. Donc, alors, le grand défi qu'on nous lance à travers le supposé paradis ouattariste, c'est que non. En fait, c'est le résumé des thèses qui prévalait pendant l'esclavage, pendant la colonisation et pendant le néocolonialisme. C'est que non. Tout ça, c'est justifié parce que, on doit vous civiliser. Vous êtes des sous-hommes. Pour que vous accédez à l'humanité, il faut que vous procédez par une espèce de rite de rédemption qui passe par une souffrance. Et la souffrance esclavagiste ne peut pas justifier qu'on ne reconnaisse pas les bienfaits de l'esclavage, puisque vous passez de statut d'animal à homme. Bon, la médiation esclavagiste permet d'être homme. Bon, pour cela, donc, la souffrance esclavagiste est une bonne chose. Il faut la supporter avec joie. Parce que le but, il y a une terre promise, c'est que vous allez devenir des humains. Et qu'on va vous reconnaître comme tel désormais. Bon, cette reconnaissance n'a jamais été au bout de l'esclavage. Que les esclavagistes aient conquis leur liberté, et par là démontrant qu'ils n'avaient jamais cessé d'être humains, malgré l'entreprise tragique de l'esclavage, est un fait. Mais les esclavagistes, malgré tous les combats contre l'esclavage, malgré le fait que les esclaves n'ont jamais capitulé quant à leur humanité, mais n'ont pas cessé de l'être dans le cadre du colonialisme, qu'un excellent universitaire comme notre ami Hamza Boukari qualifie, parlant de la colonisation, d'esclavage à domicile. Donc, vous voyez que l'esclavagisme non seulement changé de mode, l'esclavage continue, malgré tous les combats, malgré la grande geste des esclavagisés, démontrant qu'ils n'ont jamais cessé d'être des êtres humains, et que c'est l'esclavagiste qui, lui, n'est pas un être humain. À la suite de la colonisation, on débouche sur le néocolonialisme. Donc, vous voyez que mission civilisatrice, on va passer à comment on dit ça? C'est-à-dire qu'à une forme de... D'ailleurs, la colonisation, à l'époque, était justifiée en partie, à l'époque, par le fait de vouloir mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire que les colonisateurs anglais disaient que non. C'est-à-dire qu'il faut coloniser pour lutter même contre l'esclavage. C'est-à-dire que c'est les mêmes gens qui avaient fait l'esclavage. Hein. Ils disent non. Maintenant, même l'aventure coloniale, c'est une bonne chose. On va lutter contre l'esclavage pour justifier la colonisation. Donc, vous voyez comment on est dans un déni permanent, dans un mensonge permanent, dans une espèce de délit mental permanent qui fait que l'esclavagiste et son projet ne peuvent pas être autre chose qu'un crime continu contre l'humanité. Donc,
Il faut donc justifier ça soit par la civilisation, soit par les miracles économiques. C'est-à-dire que pendant la colonisation, on vous a dit, mais on a fait des routes, on vous a apporté l'école, on a construit les hôpitaux, et on a apporté de nouveaux dieux. On a apporté de nouveaux dieux, sans lesquels vous allez disparaître. C'est comme ça, jusqu'aujourd'hui, qu'on justifie la colonisation. D'ailleurs, que ce soit Luc Ferry et tous ses successeurs, on n'a pas cessé de chanter la louange de l'œuvre civilisatrice de la colonisation. Comme quoi, l'œuvre civilisatrice justifie la colonisation. Parce que le colonisé n'a pas à se plaindre, parce que s'il n'y a pas la colonisation, mais il disparaît, il sait d'être humain, il meurt. Donc les souffrances qu'on lui a infligées, le fait qu'on l'ait rabaissé à un statut quasi animal, d'indigène, etc., les travaux forcés, toutes sortes de massacres, de violences, etc., non, ce sont des nécessités fâcheuses, indispensables, pour qu'il accède une fois de plus au paradis, le paradis colonial. Donc, malgré les massacres, malgré les pillages, les crimes contre l'humanité, etc., la colonisation était un paradis. C'était un paradis. Comme l'esclavage était aussi un paradis. C'était un paradis. Alors, on arrive au néocolonialisme. Pareil. Or là, alors, il y a eu les 30 glorieuses. C'est-à-dire qu'après la guerre, les deux grandes guerres, même le plus dernier économiste du monde entier, c'est qu'après deux grandes guerres, il est normal qu'il y ait de la croissance. Il n'y a pas besoin de faire un effort pour ça, parce qu'il faut le construire simplement. C'est même quasi mécanique. Alors, les 30 glorieuses ont conduit le monde dans une euphorie économique qui a duré 30 ans, 35 ans, 30 ans, 35 ans. Mais il y a eu des miracles partout. Il y avait le miracle partout. Et tous ces miracles économiques, soi-disant, justifiés par l'État-providence, justifiés par des croissances à 2 chiffres ici et là, etc., justifiés par le fait que ici et là, des États sont sortis de brousse avec toutes les infrastructures correspondantes. Ici et là, il y a eu des infrastructures qui ont été construites, des équipements publics ont été, des grands projets d'équipements publics ont été lancés partout dans les pays, des classes moyennes ont émergé, etc., des fonctions publiques ici et là, secteur privé. Oh, c'était du miracle. Et vous rappelez-vous à l'époque, on vous parlait d'un certain miracle ivoirien. Quand on enseignait dans les écoles, hein, on étudiait le modèle ivoirien de croissance à 2 chiffres. On appelait ça le miracle ivoirien. Donc, le néocolonialisme en Côte d'Ivoire était un miracle. C'était un paradis économique. Puisqu'il y avait le miracle, au fait. Donc, il n'y avait pas à se plaindre que non, l'Assemblée nationale, le palais appartiennent à la France et qu'on le sort aux Ivoiriens. Il ne fallait pas se plaindre que toute l'économie ivoirienne était dans les mains des étrangers. Non. C'était un paradis. Il y avait un miracle. Vous êtes donc surpris qu'on vous ressorte le miracle ivoirien. Ce monsieur Ouattara, lui, il a même une croissance à 3 chiffres. Lui c'est grave, hein. Il dépasse tous ceux qui l'ont précédé. Parce que lui, il construit les ponts partout. Là où il n'y a pas l'eau, il fait le pont. Même devant les maisons, il fait un pont. Partout, il crée des routes. Partout, il crée des routes. Et du coup, mais c'est un miracle. C'est un nouveau miracle ivoirien. Vous voyez qu'il y a une généalogie, un lexique historique qui permet de voir que il n'y a pas de... C'est pas spontané tout ça. C'est une continuité historique qui signifie la même chose, le même projet. L'Afrique sans les Africains. Vous n'êtes pas des êtres humains. Même au XXIe siècle, vous n'êtes pas des êtres humains. Malgré toute l'hypocrisie de la diplomatie mondiale et des relations internationales, vous n'êtes pas des humains. Voilà encore une preuve. Donc, ce que vous me montrez là, vous dites que bon, premier en termes d'exilés, prenez le cas de Lampedusa, la chiffromanie de la Banque mondiale vient du FMI, des bêtises comme ça. Moi, le FMI et la Banque mondiale ne sont pas des références quand on parle d'économie. Donc, il y a d'abord, entre nous, ONMP, et tous ces gens-là, un divorce violent. Parce que la Banque mondiale et le FMI ne font pas de l'économie. Mais on enseigne partout qu'ils font de l'économie. Ce sont des grandes institutions économiques mondiales, financières. Et que là-bas, on concentre les meilleurs. Et du coup, donc, quand Ouattara vient du FMI, il est un grand économiste. La Banque mondiale et le FMI ne font pas de l'économie. Donc, ce n'est pas le chiffre que moi je prends pour référence.
Maintenant, pour les besoins de la cause, je comprends votre démarche. Il faut souvent parler le langage du temps. Mais ils ne me servent pas de référence. Voilà pourquoi j'ai commencé par l'absurde, à savoir que si tout ça a été, si la Côte d'Ivoire était alors un vrai paradis, j'ai donc commencé par vous démontrer qu'il y a des paradis où le diable règne. Il y a des paradis où le diable règne en maître. Alors moi, ce que je sais du diable, c'est que le projet qu'il a pour chaque être humain, c'est la disparition et l'extermination de cet être humain-là. Bon, si moi je dois aller au paradis pour être exterminé, moi je préfère la terre. Hein. Moi je préfère la terre. Donc, pour dire donc, il n'y a pas d'économie en Côte d'Ivoire. On doit partir de cette base. Il n'y a pas d'économie en Côte d'Ivoire. Monsieur Ouattara n'est pas un économiste. Il ne fait pas de l'économie. C'est clair. Parce que quand on fait de l'économie, c'est ce que l'histoire nous apprend, même avant d'aller à l'économie mondiale, on commence d'abord par faire l'économie pour soi-même. On fait d'abord l'économie pour soi-même. Après pour quelques-uns. Après pour l'ethnie, pour le clan. Après au niveau national. Après on va au niveau international. Après mondial. Après global. Après on verra maintenant si c'est cosmique. Mais quel est ce type d'économie dont les Ivoiriens ne maîtrisent rien? Ils sont étrangers à la plus grande politique qu'on est en train d'implémenter chez eux. Et qui sont les patrons, les maîtres, les multinationales, les réseaux les plus obscurantistes français, américains, occidentaux? Eux sont l'alpha et l'oméga de cette économie. Les Ivoiriens sont complètement étrangers. Bon, évidemment, ils marchent sur des beaux ponts, disait-il, sur des belles autoroutes, disait-il. Et pour cela, donc, Ouattara a beaucoup travaillé. On est même ingrat. Il faut être reconnaissant pour ce qu'il a apporté. Pendant ce temps, les qui s'enrichissent en Côte d'Ivoire, les multinationales étrangères, les familles françaises, les chocolatiers occidentaux, etc., les réseaux de la mafia mondiale, de la drogue mondiale. Maintenant, ce qui est à la mode maintenant, c'est les réseaux de LGBT qui ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire leur base. Heureusement que le peuple ivoirien est debout. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de saluer le peuple ivoirien pour sa mobilisation à l'égard de cette infamie qui est la dernière signature, n'est-ce pas, de celui qu'on appelle président de la Côte d'Ivoire, etc. Donc, il n'y a pas d'économie en Côte d'Ivoire, j'insiste. Il faut qu'on fasse des débats sérieusement. Si vous considérez que faire de l'économie, c'est construire des ponts à tout bout de champ, les autoroutes, etc., et que le pays, non seulement n'a aucun contrôle sur tout ça, et que le prix à payer, c'est une dette éternelle, qui à terme va faire du pays une propriété étrangère, c'était déjà le cas. Si vous estimez que les ponts, les routes, etc., c'est le paradis parce que, soi-disant, on est crédible auprès de la Banque mondiale et du FMI, qui vous pompe de l'argent, etc., une fois de plus, sans mettre sur la table le fait que ce soit au niveau de la nationalité, de l'acquisition de la propriété foncière, etc., un pays n'appartient plus à ses propriétaires historiques et légitimes. Si vous appelez ça de l'économie, moi, Bandakani, ce n'est pas de l'économie. Donc, conclusion donc, même cause, même effet. L'esclavage n'a libéré aucun Africain, n'a développé aucun pays africain. La colonisation n'a libéré aucun Africain, n'a développé aucun pays africain. Le néocolonialisme n'a développé ni libéré aucun pays africain. Ce n'est pas ce régime abject, superbement abject, qui, en fusionnant l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, va développer la Côte d'Ivoire. Allez en Côte d'Ivoire, demandez. Vous voulez qu'on revienne sur la chérité de la vie? Les prix des produits de grande consommation en Côte d'Ivoire sont pratiquement inaccessibles. On y accède en s'étranglant financièrement et économiquement. Vous savez très bien que nous sommes très proches des populations ivoiriennes. Nous savons de quoi nous parlons. Et ce n'est pas surprenant. Entre-temps, M. Ouattara et son épouse sont pratiquement l'une des familles les plus riches de la Côte d'Ivoire. Faut-il rappeler qu'ils sont des étrangers? M. Ouattara, c'est un Burkinabé. Son épouse, je ne sais même pas de quelle nationalité celle-là peut se réclamer. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Mais vous, là, allez
Mais pourquoi Ouattara est seulement président en Afrique? Il fallait aussi qu'il aille être président d'Israël. Il fallait que lui et son épouse aillent être prendre le pouvoir en Israël. Qu'ils aillent prendre le pouvoir en France. Ou même aux États-Unis. C'est en Afrique qu'on vient expérimenter des régimes, c'est-à-dire la nationalité n'existe plus. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la nationalité originaire est dissoute des nationalités qu'on ramasse partout, on mélange et on dit c'est le cosmopolitisme, n'importe quoi. Ils ont dit une fois que c'est le panafricanisme, hein. Ils ont même osé dire ça. Que non, c'est normal, un Burkinabé peut être président en Côte d'Ivoire, c'est le panafricanisme. C'est-à-dire, vous voyez à quel niveau on a même pu arriver. Pour vous dire que ce régime-là, c'est-à-dire que aucun Africain digne de son nom ne peut supporter Ouattara, c'est la honte de l'Afrique. C'est-à-dire c'est la honte, c'est-à-dire c'est la plus grande honte de notre histoire. Si on part du principe que nous là, on est censé faire mieux que ceux qui nous ont précédés, ben on comprend ce que j'ai entendu. C'est la plus grande honte. Voilà pourquoi tout panafricaniste et tout Africain sérieux ne peut que combattre ce régime. On peut que le combattre. Donc même s'il construit, même s'il prend le ciel et la main sur terre, il faudra détruire ce ciel-là parce que rien de bon ne va en sortir. Rien de bon ne peut sortir du régime Ouattara parce que son essence est maléfique. Son essence est pourrie. Son essence est satanique. Rien de bon ne peut en sortir de là. Donc vraiment, nous on ne perd pas le temps sur les agrégats, Banque mondiale, FMI. Je répète, la Banque mondiale, FMI, zéro en économie. Je dis zéro. Banque mondiale, zéro. Sinon les pays africains seraient les plus développés au monde. Au regard de l'ancienneté de vos liens avec la Banque mondiale et du FMI, et de l'argent qu'ils injectent chez vous matin, midi, soir. Donc, les panafricanistes sont sérieux, n'ont pas le temps à perdre avec la Banque mondiale et le FMI. Dans le sens où ils seraient des références, ces institutions-là, elles seraient des références en matière d'économie. Les panafricanistes doivent enseigner l'économie à la Banque mondiale et au FMI. On doit les réapprendre. C'est que l'économie à ces institutions internationales, qui en réalité sont des groupes de pillards et d'assassins économiques. Alors, je ne sais pas, j'allais oublier quelque chose là, je ne sais pas si ça va me revenir, ça me reviendra. Je voudrais terminer par ça, c'est-à-dire qu'il y a les défenseurs de la colonisation, il y a beaucoup en Afrique, hein, et en plus qu'on appelle intellectuels. Bon, il n'est plus là, mais on est obligé de rappeler son nom. C'est l'ancien premier ministre centrafricain, Paul Gupande. C'était un théoricien, quelque chose de bizarre. Il disait que dans la colonisation, vraiment, c'est une bonne chose. La rencontre avec l'Occident n'est pas très négative parce qu'il y a eu transfert de modernité. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans certains milieux, soi-disant intellectuels africains, mais aussi, c'est un mot de refoulé dans la tête de beaucoup d'Africains et des millions d'Africains, à savoir que quoi qu'on dise, vraiment, s'il n'y a pas rencontré le blanc, il n'y aurait pas de modernité chez nous, avec ces commodités, que ce soit sur le plan usuel de la vie quotidienne, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, etc. Donc la modernité, c'est le confort économique, c'est le confort de la vie quotidienne, c'est la modernité politique, etc. Et puis comme j'ai dit, c'est les nouveaux dieux qui sont arrivés chez nous, les dieux qui sont arrivés chez nous. Mais ça fait rire. Il n'est plus là pour se défendre, M. Gupande, mais ça allait même commencer comment? Voilà une pure absurdité. L'Occident, ce n'est pas la modernité. Il ne faut pas confondre Occident et modernité, ce n'est pas vrai. Mais une modernité qui n'est pas ton propre fait n'est pas de la modernité. C'est quoi la modernité? C'est de répéter comme les perroquets ce que l'Occident nous propose. Mais c'est du n'importe quoi. C'est comme ça qu'on a donc dit que la colonisation est une bonne chose parce que ça apporte. Il y a transfert de modernité. C'est le comble de la déchéance en matière d'intellectualité, en matière de réflexion historique. Les sociétés africaines ont toujours été modernes. Hein. Il n'y a pas de modernité qui ne soit pas votre propre fait. La modernité, ce n'est pas l'importation des outils, fussent-ils les plus sophistiqués, qu'on appelle technologie. La modernité, ce n'est pas l'importation des cadres institutionnels étrangers. La modernité, ce n'est pas l'insertion brutale, et le mot insertion est ici poli, ce n'est pas la négation des originalités économiques africaines qui passent par une insertion forcée de nos pays dans l'économie mondiale. Ce n'est pas ça la modernité. Donc, vous voyez que quand on a mis tout ça sur la table,
le régime de M. Ouattara n'est pas défendable. Il n'est pas défendable et l'honnêteté, la morale et la spiritualité demandent de le rejeter, de le dénoncer et de lui résister par tous les moyens possibles. Monsieur le Président Bandakani. Je vous en prie. À vous écouter, Monsieur le Président Bandakani, évidemment, vous rejetez et vous dénoncez et vous résistez d'ailleurs à ce régime du Président Ouattara que vous décrivez en insistant comme étant l'abjection absolue. À cet effet, nous constatons avec précision que vous décrivez ce régime essentiellement par un superlatif péjoratif. Pour vous, ce régime, il n'y a pas pire, on n'a pas fait pire en termes de régime politique. Monsieur le Président Bandakani, vous aurez souvenance, et nos téléspectateurs, nos auditeurs, tous ceux qui nous regarderont évidemment avec vous, que lors d'une audience qui lui avait été accordée à l'Élysée, je parle ici du président Alassane Dramane Ouattara, au sortir de l'audience en question, il venait de rencontrer évidemment le président Macron, qui est qualifié par certaines écoles de pensée économique comme étant le Mozart de la finance. Quand il sort de l'audience sur le perron de l'Élysée, il invite des journalistes et il se prononce sur la question du franc CFA. Et il affirme de manière péremptoire que le franc CFA était une excellente monnaie, une très bonne monnaie. Et à la faveur de ça, certaines personnes ont commencé à le dénommer comme étant le Mozart de l'économie. Mais il me souvient, Monsieur le Président, qu'en le 21 décembre 2019, le même président Ouattara, toujours en présence du Mozart de la finance, c'est-à-dire les deux Mozarts sont rencontrés, et il a annoncé clairement qu'il mettait fin au franc CFA et il a annoncé la création de l'ECO. Nous sommes en 2024, Monsieur le Président Bandakani, et manifestement, l'ECO n'a pas encore été rendu manifeste. Pour l'instant, en Côte d'Ivoire, les billets qui ont valeur légale sont les billets du CFA. Je voudrais comprendre, Monsieur le Président Bandakani, comment comprendre que 5 ans passés, une annonce aussi annoncée avec autant de ferveur, il n'y a rien de concret sur le terrain qui se manifeste. Était-ce une volonté de communication ou alors une intention sereine de la part de ces deux hommes politiques d'envergure, en l'occurrence le président français, Macron, et le président ivoirien Alassane Ouattara, Monsieur le Président Bandakani? Mais que fallait-il attendre d'une attitude fondamentalement réactionnaire? Monsieur Ouattara et son patron français, le petit garçon de l'Élysée, M. Ouattara réagissait à une dynamique sur laquelle il n'avait aucune maîtrise, ni la moindre compréhension historique. Quand on n'a pas, on n'a aucune maîtrise sur une dynamique, quand on n'en a pas la compréhension historique, on réagit. Et c'est le modèle le plus primitif, la réaction. Donc, deux réactionnaires réagissaient sur une dynamique dont ils n'étaient ni à l'origine et dont ils ne comprenaient ni les soubassements les plus profonds. Donc, ils ont dit tout ce qu'ils ont dit n'avait aucun sens. Et ils l'ont dit parce que pressés par les événements. Donc, ils n'ont pas réfléchi. La réflexion a été remplacée par la spontanéité à l'état brut face à la puissance d'un mouvement qui avait pris tout le continent. Bon, maintenant, quand ils ont réfléchi, c'est-à-dire en se contredisant, en quelques mois, c'est-à-dire la même personne qui disait que le franc CFA, c'est le meilleur système monétaire possible, n'a pas eu honte 1 ou 2 mois après de venir dire que non, bon, on va quand même changer le meilleur système qui existe. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, on ne change pas ce qui est meilleur, on conserve ce qui est meilleur, et en l'état. Or, on est passé du meilleur système qui existe à un nouveau système, le Wacron, qui n'a pas bougé depuis ce jour. Effectivement. Qui est en fait dans les tiroirs. Mais tout ça est suffisant pour vous amener à mieux qualifier, à juste titre, la valeur du soi-disant Mozart de l'économie africaine, M. Ouattara. C'est un Mozart à l'envers. C'est-à-dire c'est un Mozart à l'envers qui ne sait pas de quoi il parle. Et il faut le dire une fois de plus. Et mon cher Ghislain, nous qui ne sommes pas économistes, on est obligé de monter au créneau, faire des leçons d'économie à des soi-disant économistes. Nous ne sommes pas, c'est pas notre rôle, mais on est obligé de le faire. Parce que, qu'est-ce qu'un économiste? C'est pas quelqu'un c'est pas un gestionnaire de flux et de transactions. C'est pas un comptable de chiffres derrière un ordinateur. Ce n'est pas quelqu'un qui surveille les agrégats pour le compte de patron. Il ne veut pas se mettre en avant. Un économiste, c'est pas un contremaître. Ce n'est pas un chef chantier. L'économiste, c'est un théoricien de l'économie. Quelqu'un qui pense l'économie. Quelqu'un qui produit des modèles économiques de manière à les mettre en œuvre, les évaluer dans le temps, avec des cadrages, des phasages et des programmations, des objectifs mesurables
sur un temps bien précis. Vous croyez, M. Ouattara, dites-moi, où est-ce qu'il a fait œuvre d'une telle démarche? Vous avez déjà lu une seule théorie de M. Ouattara, même sur une page, sa performance sur le FMI et la Banque mondiale? Dès que vous lui demandez, il dit, j'ai été directeur adjoint du FMI. Dès qu'on dit un mot, j'ai été directeur adjoint du FMI. Alors, j'ai déjà dit, pour les panafricanistes, le FMI et la Banque mondiale ne font pas de l'économie. On fait autre chose là-bas. Donc, et pour avoir été directeur général adjoint, là-bas, il est dans la continuité, c'est ce qu'on lui a appelé là-bas, piller l'économie africaine, détruire l'Afrique, piller, voler tout ce qui appartient aux Africains et transférer ça à l'étranger. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, vous l'appelez Mozart de l'économie, comme on appelle son patron, le petit garçon, Mozart de la finance. Vous savez, Mozart, c'est pas ma tasse de thé. Hein. Je ne sais même pas à quoi ressemble sa musique, c'est pas mon goût. Mais si je me fie à ce qu'on me dit, ce que je vois ici et là, il paraît que Mozart savait ce que c'est que la musique. C'était un génie de la musique, semble-t-il, hein, et il a des faits d'armes. Alors, quels sont les faits d'armes financiers de M. Macron et quels sont les faits d'armes économiques de M. Ouattara? Les chiffres sont là. Hein. Les chiffres sont là. Donc, ils se sont débattus la dernière fois à nier le retour en arrière, c'est-à-dire ils ont retrouvé un ancien statut, pays pauvre, très endetté. Hein. Ils ont nié, non, c'est pas ça, mais tous les rapports secrets, que ce soit l'Union européenne, les rapports secrets démontrent que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de l'économie, c'est même moins que la mise en valeur coloniale d'une économie. Il faut trouver un autre nom. Le mouvement panafricaniste, dont vous êtes l'une des figures pionnières et majeures, a mené un combat géojuridique et géomédiatique sans relâche pour démontrer l'innocence du président Laurent Gbagbo, abusivement incarcéré dans les geôles de la CPI. Nous ne faisons pas tort de le dire parce que le 15 janvier 2019, le président Laurent Gbagbo a été acquitté de toutes les charges qui pesaient contre lui. Il est désormais retourné dans son pays, la Côte d'Ivoire. Mais monsieur le président, nous voulons savoir, cet acquittement, qui est évidemment une grande victoire panafricaniste, est-elle la preuve que la CPI a retrouvé sa vocation de dire le droit? Quel est l'impact de cette victoire pour l'Afrique, pour les institutions internationales et pour le système international? Les panafricanistes n'ont pas pour rôle de réhabiliter les institutions criminelles, soi-disant internationales, appelez-les comme vous voulez, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle était de détruire la CPI et nous l'avons détruite. Les panafricanistes n'acceptent pas de justice sur le plan national ou international. Une justice internationale devrait commencer par juger les puissances criminelles qui détruisent le monde. Et on devrait commencer par les États-Unis. C'est-à-dire qu'il faudrait arrêter M. Bush, qui se balade aux États-Unis, arrêter M. Obama, un assassin criminel en plus hypocrite, arrêter Mme Hillary Clinton et M. Clinton, Mme, celle qui s'était réjouie de ce qui s'est passé en Irak, elle a dit que même si on rasait tout l'Irak et tuait toute sa population, c'était une bonne chose, c'était nécessaire. Elle était secrétaire d'État, cette femme-là. Oh, comment j'oublie? Madeleine Albright. Une véritable sorcière, buveuse de sang. C'est-à-dire que c'est pas aux États-Unis. M. Macron serait arrêté. Je ne parle pas de M. Sarkozy. Lui, il n'a pas de qualificatif pour le désigner. Il semble qu'il marche avec un bracelet électronique. C'est pour se moquer des gens. M. Tony Blair circule partout en Afrique. Il est même conseiller, je crois, au Togo. C'est le grand conseiller économique au Togo. Et ailleurs, il se balade partout en Afrique. Il serait arrêté. David Cameron, tous ces gens-là. Il y a toute une panoplie de dirigeants européens qui seraient arrêtés, jugés au tribunal, dans un tribunal et fusillés. Mais la CPI n'est pas capable de ça parce que c'est un tribunal qui a été mis en place pour tordre le cou aux dirigeants africains les plus récalcitrants. C'est un tribunal qui a été créé pour accompagner, je l'ai dit tout à l'heure, la recolonisation du continent africain, pour une Afrique sans les Africains. Donc les panafricanistes avaient pour mission, du moins, puisque vous me reconnaissez, le statut de pionnier, les pionniers donc comme nous, au départ, puisque quand on dit un pionnier, c'est au commencement. Bon, on n'était pas nombreux, hein. On n'était même pas deux, parce que maintenant tout le monde est panafricaniste. Tant mieux. Le but au départ, c'est de détruire ces institutions. Pas de chercher à réfléchir si la libération du président Gbagbo et son acquittement ne les réhabilite pas. Non, la preuve. Netanyahou est en train de, comment dire ça, de faire ce qu'il y a de plus ignoble sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan politique et sur le plan juridique, en ce monde-ci. Gaza, et tout se passe là-bas.
ou à la CPI? Qu'est-ce qu'elle peut faire en dehors de justifier le salaire à la fin du mois qu'ils vont avoir? C'est-à-dire faire semblant de... C'est-à-dire brailler et planifier. Ils ont dit qu'ils devaient arrêter le président Poutine. Et que le pays où il était quoi? C'était en Mongolie, je crois. C'était en Mongolie, non? Il était même signataire apparemment. Qu'a dit le président mongolien? Mais il faut revenir, M. Poutine, revenez. Donc revenez. Le pays, paraît-il, est signataire du traité instituant ce machin que vous appelez CPI. Donc, loin de crédibiliser la CPI, l'acquittement du président Gbagbo a plutôt démontré sa vraie nature et le fait que cette structure, juridiction soi-disant internationale, qui est en fait l'émanation d'un ordre ésotérique mondial bien connu, n'a pas de place dans ce monde-ci. Donc, pour nous, quand nous avons commencé cette affaire-là, on ne s'est pas posé une telle question. Hein. Nous, on ne s'est pas posé une telle question. Nous sommes dans la radicalité panafricaniste. C'est-à-dire qu'il faut bien distinguer de radicalisme. Hein. Non, nous sommes dans la radicalité panafricaniste. La justice internationale n'a de sens que si elle est au-dessus des puissants et qu'elle n'est pas un prolongement, un bras juridique des puissants, qu'on ne juge jamais, alors qu'elle commet les crimes les plus graves contre l'humanité au quotidien. Donc, quand on parle de justice internationale, il faut d'abord qu'on même maîtriser déjà l'idée de justice, l'idée du droit. Le droit, c'est pas, Madame Charlotte, ce n'est pas un formalisme. Le droit n'est pas un étalage de textes écrits ou de codification ou de compilation, de traités, de conventions qui seraient nées de telle ou telle situation conjoncturelle, de tel ou tel conflit, et que donc à la faveur d'une codification serait appelé droit international, ou bien serait appelé justice. Non, la justice, c'est plus grand que ça. C'est plus grand que ça. Le droit, c'est pas la justice. Hein. Le droit, c'est pas la justice. Il faut que les gens confondent les choses. Le droit, c'est un effort de société, c'est un effort des humains dans un cadre historique précis qui permet de formaliser un cadre juridictionnel qui permet que les conflits soient réglés, des contentieux soient réglés. Mais le droit cet effort n'a jamais anéanti la puissance des lobbies financiers, la puissance des classes sociales, la puissance ceux qui maîtrisent les procédures, qui maîtrisent les circuits secrets de la justice, qui par leur entre-gens peuvent faire capoter l'autorité du magistrat le plus conscient. Or, quand vous regardez les sociétés occidentales, quand vous regardez le cadre international aujourd'hui, par quelle magie peut-on faire émerger un soi-disant tribunal international? Et il faudra comment pour résister aux puissants, aux forces de l'argent? Il faudra comment pour résister aux maîtres des procédures? Vous n'avez pas vu le théâtre qu'il y a eu à la CPI? C'est pour ça que les panafricanistes doivent être très fiers, les vrais. Ce qui a été fait pour le compte du président Gbagbo en vue de sa libération et qui a débouché sur son acquittement est une des plus grandes victoires que le peuple noir et les panafricanistes aient obtenues depuis des siècles. Et son retentissement n'a même pas encore... les Africains n'ont même pas encore pris toute la mesure du retentissement de cette victoire que nous avons obtenue sur la CPI. Ce retentissement-là a aussi comme aspect de la remise en cause même de tout ce qu'on apprend aux gens dans nos universités, tout ça et consorts, et qui produisent vos grands agrégés à qui personne ne peut adresser le mot, parce qu'ils sont agrégés en ceci et consorts. Par exemple, la question des constitutions en Afrique. Est-ce qu'une constitution est seulement un document juridique? Est-ce qu'on peut décider que la constitution est seulement un acte juridique? C'est pas possible ça. Vous avez en Afrique des constitutions. Toute la dynamique constitutionnelle africaine est extraordinaire. C'est une dynamique essentiellement néocoloniale, coloniale. Comment un pays peut avoir une constitution? Cette constitution ne prend pas en compte la protection de ses ressources naturelles, de sa population, de sa souveraineté, de son développement économique. C'est quelle constitution ça? Vous avez le type de formalisme constitutionnel qui correspond à ce que je suis en train de vous dire quand je vous parle du droit international soi-disant et à l'occurrence la question de la CPI. Vous avez tout ce contentieux-là, vous avez tout ce débat qui était au cœur de notre travail. D'ailleurs, je l'ai souligné à plusieurs reprises quand j'ai eu l'occasion, je remettais en cause
ce que j'appelais le constitutionnalisme africain, où une constitution est coupée totalement de ses bases historiques, ses bases anthropologiques, ses bases généalogiques, ses bases culturelles, etc. Coupée. Et c'est venu dans une valise, 58 en France. Les colons français, les colons constitutionnalistes français, on débarquait avec une constitution dans leur valise et on photocopiait partout, on partageait au nouveau président. En fait, des sous-préfets, on les partageait ça. Et ils présentaient là tous les jours, au nom de la Constitution, au nom de la Constitution. On y est encore jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'il dit là, voilà pour le Cameroun. Hein. C'est voilà pour le Cameroun. On y est encore aujourd'hui. Cette dynamique constitutionnelle est encore en vogue aujourd'hui en Afrique. Il faut casser ça. Les panafricanistes n'acceptent pas ce type de constitutionnalisme. Mais, pour les besoins de pragmatisme, pour les besoins de tactique et de stratégie, nous faisons avec. De temps en temps, on est obligé, nous les panafricanistes, de faire avec. Mais le temps arrive où le panafricanisme va arriver à un certain niveau, où les débats sérieux, les vrais débats seront mis sur la table. Parce que pour l'instant, là, on s'amuse encore un peu. Hein. On est encore au début, là, on s'amuse encore un peu. Les vrais débats panafricanistes ne sont même pas encore sur la table. Et entre autres, il y a cette question du droit international, de l'architecture juridique internationale et son corollaire de nos architectures juridiques constitutionnelles internes, qui sont totalement déphasées, ne correspondent en rien aux défis historiques qui s'imposent à nous. Monsieur le Président Bandakani, vous avez clairement indiqué que l'acquittement du président Laurent Gbagbo était une victoire manifeste. Et je voudrais apporter une contribution en indiquant clairement que dans cette bataille, vous avez réussi à fédérer toute l'Afrique derrière vous. Parce qu'on a le souvenir, lorsque Gbagbo avait des audiences à la CPI, que les Africains, en nombre important, convergeaient vers la haie. Et chacun arborait fièrement le drapeau de son pays pour clairement réclamer justice. Et fort heureusement, l'histoire a donné raison parce que Gbagbo a été acquitté effectivement. Vous avez dit de manière péremptoire, M. le Président Bandakani, que l'une des missions des panafricanistes, c'est évidemment de détruire la CPI. Et manifestement, vous avez réussi, M. le Président Bandakani. Nous sommes donc dans le cadre d'une situation complexe parce que dans le cadre des événements qui ont cours actuellement à Gaza, notamment l'action initiée par l'État d'Israël à Gaza, on assiste concrètement à un mépris de la part d'Israël des décisions de la CIJ, entendez par là la Cour de justice. On a donc une situation où la CPI est complètement détruite par les panafricanistes que vous êtes et d'autres entités, et une CIJ qui de plus en plus peine à se faire entendre, à se faire comprendre et à rendre exécutoire cette décision qu'elle prend. Est-ce à dire, M. le Président Bandakani, que l'idéal d'un droit international est une chimère? Si ce n'est pas le cas, M. le Président Bandakani, comment procéder pour créer les conditions de l'avènement d'un droit international qui soit acceptable par les panafricanistes, M. le Président Bandakani? Le but des panafricanistes était de détruire la CPI, pas dans une dynamique nihiliste, mais pour l'avènement d'un nouveau droit international, complètement différent du droit international colonial qui régit le monde. J'y arrive, qui régit le monde aujourd'hui. Ce que vous appelez droit international, j'ai démontré que le droit n'était pas la justice. Tout à l'heure, j'ai convoqué le divorce entre le formalisme juridique international et les conditions concrètes qui prévalent dans le monde. Le droit international, le monde est une jungle, c'est une sauvagerie où les puissants, si ce n'était la main divine, mangeraient totalement les faibles qui existent. Donc c'est pas ça du droit. Et deuxièmement, vouloir concilier, soi-disant, des états de droit qui seraient l'apanage de l'Occident, où la justice serait indépendante, tout le brouhaha qu'on fait là, le matin, midi, soir, et un droit international, lui, qui serait la parfaite sauvagerie, et qui est l'œuvre, justement, de l'Occident, de ses puissances. Vous ne voyez pas qu'il y a une contradiction majeure? Vous ne voyez pas qu'on est devant une escroquerie? Où le droit est le droit partout, il n'est pas le droit. Un monstre biface, ben c'est un monstre. Hein? C'est un monstre. Donc, pour revenir à votre question de manière fondamentale, les panafricanistes contestent, remettent en cause et vont démanteler le droit international. D'ailleurs, là aussi, on est presque arrivé. Hein? Là aussi, les panafricanistes sont presque arrivés. À la suite, il y a une conjonction de circonstances géopolitiques au niveau du monde qui indiquent que le droit international, là, il va mourir bientôt. Il va être dépassé. Les panafricanistes ont pris toute leur part là-dedans. C'est un chantier qui a commencé depuis la chute du mur de Berlin, avec l'implication de la Chine, la montée de la Chine, qui a posé sur la table la question de la réécriture des thèmes du droit international, soit au niveau commercial, soit au niveau des services, au niveau monétaire. Hein, au niveau monétaire, vous voyez que le renminbi, ou bien le yuan, est devenu une devise.
Ça n'était pas fait comme ça du jour au lendemain. Il a fallu des négociations au niveau du cadre de l'OMC, etc. Donc, vous voyez qu'il y a un ensemble d'évolutions où le droit international est en train d'être réécrit à l'insu des Africains. Les panafricanistes sont venus, on a tapé du poing sur la table, et le combat pour la libération du président Gbagbo, c'était ça qui était au cœur. Aujourd'hui, on est dans un monde multipolaire. Le monde multipolaire est en décalage total avec le droit international hérité des 2 guerres mondiales. Donc, le chantier d'une réécriture, d'une réinvention, d'une nouvelle architecture internationale est sur la table. Alors, il faut qu'il ressemble à quelque chose de véritablement universel cette fois-ci. Parce que l'ancien droit international, c'est le droit des vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Il est fondamentalement occidental. Il ne s'agit pas de colorer ça avec la couleur russe, chinoise. Non. Il s'agit de construire un véritable droit international de type réellement universel. C'est-à-dire qui répond aux intérêts de tous les peuples de la Terre. Donc, pour les panafricanistes, d'abord, ce n'est pas une affaire de faire des incantations morales. C'est d'abord, il faut que les panafricanistes deviennent une puissance géopolitique. Parce que c'est la puissance géopolitique qui permet de s'asseoir à la table et d'apporter sa contribution à l'élaboration d'un nouvel cadre international. Il faut rejeter avec la dernière énergie la philanthropie géopolitique américaine à but criminel qui consiste à nous offrir 2 places au Conseil de sécurité des Nations Unies. Certains Africains sont très contents. Non. Il n'y a pas de philanthropie en géopolitique. Et tout don philanthropie en géopolitique, c'est un crime. Ça va vous détruire. L'Afrique doit conquérir sa place au niveau du Conseil de sécurité avec une nouvelle approche. Pour transformer le droit international, il faut partir de la base, mon cher Ghislain, que tous les États sont égaux. Mais le droit veut dire ça, hein? Le vrai droit veut dire ça. Ça veut dire qu'indépendamment de la puissance, de la richesse des uns et des autres, nous sommes égaux. C'est vrai, c'est ce qu'on dit pour les individus là, même si c'est formel. C'est pareil pour les États. Ça veut dire qu'au Conseil de sécurité, le royaume de Tonga, si on prend son cas, a le même droit que les États-Unis. Alors quand on le dit, les gens pensent que c'est une utopie. C'est une utopie, donc. Il faut que les démocrates là, qui font des revendications à l'intérieur de nos États, ferment leur bouche. Parce que la démocratie, là, version occidentale, dit que je sois riche ou pauvre, nous avons le même droit. Et qu'en droit, il n'y a pas que tu es supérieur à moi parce que tu es riche. Et apparemment, ça nous intéresse beaucoup. Mais pourquoi pense-t-on qu'au niveau des États, ça soit une utopie? Ce n'est pas une utopie, c'est la condition d'une vie internationale commune. C'est la condition. Sinon, on ne sortira pas de la jungle. Ça veut dire quoi? C'est pas compliqué, Justin, pour y arriver. L'ONU, là, à son État, a posé des prémices. Nous ne sommes pas là pour la tabula rasa. Hein. Il y a des prémices qui sont là qu'on peut récupérer. Une assemblée générale qui est réhabilitée, temple de la démocratie onusienne, comme place au-dessus du Conseil de sécurité, c'est une grande avancée. Nous n'avons même pas besoin de beaucoup réfléchir. L'Assemblée générale de l'ONU, lisez la charte de l'ONU, regardez le rôle de l'Assemblée générale. Elle a été complètement déclassée au profit du Conseil de sécurité et surtout pour le profit des membres permanents, mais surtout de cette communauté internationale. Dans la communauté internationale composée de 3 pays, la France, les États-Unis et l'Angleterre. Je dis bien communauté internationale dans la communauté internationale. Donc voilà les gens. Et quand vous lisez la charte des Nations Unies, vous voyez très bien la spécificité américaine au cœur de cette charte-là. Vous voyez un ensemble de prérogatives qui sont données à ces 3 puissances. C'est sur quelle base? Sur la seule base que, on a gagné la Deuxième Guerre mondiale. Et que la Chine et la Russie ont eu leur droit de veto pour les raisons que vous connaissez. La Chine, c'est la victoire incontestable sur le nazisme. Et la Chine, c'est lorsque Mao a battu Chiang Kai-shek. Voilà, que Taïwan a transféré son droit de veto à la Chine. Ce n'est pas la même chose que ceux qui sont assis, ont élaboré l'affaire, ont donné le terrain, tout ça. Écoutez, les Américains, vous vous rappelez, il y a un épisode qui me revient là, lorsque les Pétroliers avaient Boutros Ghali. Je crois qu'il devait avoir un deuxième mandat. L'Égyptien, oui, Boutros Ghali. Parce que je crois qu'il a eu une position contre les Américains, une position normale. Je parle lors de la guerre en Irak, ou dans ce moment de la guerre en Irak, les Américains ont dit que, ok, s'il est réélu secrétaire général, il n'entre pas aux États-Unis.
Vous savez pourquoi? Parce que l'Amérique bénéficie de fait d'un privilège de domiciliation du siège du Conseil de sécurité. Oui, donc ça pose un problème. Est-ce que l'Amérique a le droit de dire qu'un secrétaire général qui est élu, parce qu'il ne s'entend pas avec l'Amérique, n'entre pas aux États-Unis? En principe, non. Voilà donc un privilège qui n'est pas dit clairement, mais qui est un fait réel, puisque les USA, peuvent s'opposer à la volonté du monde entier sur la base d'un privilège lié au fait que le siège est aux États-Unis. Voilà un exemple qui montre que l'ONU n'est pas une organisation universelle. Elle n'est pas une organisation universelle. La première condition, c'est de lui donner un privilège qui la met au-dessus de ce genre de quiproquo. La met au-dessus. Oui. Il faut lever déjà ce privilège du siège. Il faut lever ça. Deuxièmement, c'est ce que je vous ai dit. Il suffit de relire l'Assemblée nationale, de réhabiliter l'Assemblée générale des Nations unies et de la mettre au-dessus du Conseil de sécurité. Et de transformer le veto, qui ne sera plus le privilège d'une quelconque puissance, à bloquer, à imposer ses vues. Mais le veto va être désormais un véritable veto universel au service des décisions d'une Assemblée générale au-dessus du Conseil de sécurité. Et dans cette Assemblée générale, un pays, une voix. Un pays, une voix. On a besoin de faire des réunions, de faire des assises. Non, 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 non. Alors, tous ces Africains disent qu'on est démocrate là. C'est ça, on vous dit. Vous croyez à la démocratie, un pays, une voix, général de l'ONU. Ben, vous allez voir ces Africains. Hein. Ils sont nombreux, ce sont les Américains, ce sont les Américains, ce sont des Français, ils sont Anglais, ils sont même plus Français que les Français, Anglais que les Anglais. Ils sont Canadiens que les Canadiens, etc. Ils vont vous dire que non, 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 non. Vraiment, vraiment, ce sont des rêveries. Et alors, on vient vous donner 2 sièges décoratifs au Conseil de sécurité. C'est une insulte à l'égard des Africains. C'est une insulte à l'égard des combats. Les panafricanistes ne sont pas dans ce genre de choses. Nous voulons changer le monde. On change le monde et on va amener le changement mondial au niveau où les gens n'imaginent même pas. Merci, Président Vandakani. Faisons un tour dans le Sahel en rapport avec notre thème. Je vous en prie. Ceux qui vous ont souvent suivi sur les médias vous ont écouté dire que les États de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel ne pourront avoir une paix véritable et manifeste aussi longtemps que le président Ouattara sera en responsabilité de diriger la République de Côte d'Ivoire. Certains sont confus par cette déclaration. Qui est la vôtre? En quoi le régime du président Ouattara constitue une menace de déstabilisation pour les pays de l'AES? Bon, ceux qui sont confus veulent être confus. On ne peut rien faire pour une personne lui-même qui est content d'être confus par son propre fait. Monsieur le Président, parfois c'était sans confus, sincèrement, Monsieur le Président. Tant pis s'ils sont sincères dans leur confusion. Il faut qu'ils corrigent leur sincérité. Parce qu'une sincérité aveuglante est dangereuse. Parce que les faits sont clairs, Madame Charlotte. Les faits sont clairs. Si les États de l'AES restent dans l'attente et la défensive, M. Ouattara montre tout le vie de quoi il est capable. Il est dans les complots contre Burkina Faso matin, midi, soir. Il veut assassiner le capitaine Traoré. Il héberge chez lui des militaires burkinabés qui ont fui le pays, qui sont chez lui, et qui sont en Côte d'Ivoire pour un seul but, renverser M. Traoré, d'après les ordres du petit garçon de l'Élysée. Même chose pour le Niger, à partir du Bénin, et la Mauritanie, etc. La France et les Occidentaux sont dans une dynamique consistant à détruire le régime de l'AES. Donc, mon propos n'est pas, c'est pas une affaire de morale, c'est pas une affaire de, je ne sais pas comment vous analysez ça, mais c'est une affaire de suivi. C'est une affaire de suivi. Si l'AES ne fait rien, Ouattara, lui, monsieur le manipulateur de Lomé, là, monsieur Faure Yadema et consorts, sont dans des projets clairs. Monsieur Faure Yadema, pour ne pas citer les autres, et monsieur Ouattara, leur régime va tenir s'ils renversent l'AES. C'est la condition de leur maintien. Leurs parrains le leur ont dit clairement. Donc, vous voyez donc, tous les manœuvres de M. Faure pour se présenter en panafricaniste. Il crée des médias soi-disant panafricanistes, il organise les conférences soi-disant panafricanistes. Vraiment, il est panafricaniste, il dénonce les sanctions de la CEDEAO, il les dénonce de temps en temps. Bref, tout son théâtre là, tout ce qu'il fait là, c'est dans le cadre d'une mission précise que ses patrons occidentaux lui ont confié, à savoir
tout fait pour détruire l'AES. Et parler pour M. Ouattara, hein, un endroit comme Jacksonville, la Côte d'Ivoire, c'est une cité militaire. La base militaire française, là, je ne sais pas encore où, là, cette affaire-là. À Boaké, c'est une cité, la Côte d'Ivoire, c'est une gigantesque garnison. C'est une garnison militaire. Et pour l'instant, le but opérationnel, c'est la liquidation des États de l'AES, y compris en assassinant les dirigeants de ces pays-là. Donc, je n'apprends rien à personne quand je dis ça. Je n'apprends rien. Je fais un constat simple et élémentaire des réalités d'une géopolitique sous-régionale dont les enjeux sont extrêmement grands. Ces enjeux sont désormais globaux, puisque c'est un théâtre d'affrontement entre l'OTAN et le nouveau monde qui émerge. Les choses sont claires pour tout le monde. M. Ouattara n'est pas de ce monde-là, il est clair. Lui, tous les 2 semaines, il est en France. M. Ouattara, tous les 2 semaines, il est en France. Et il dîne avec M. Macron, qui est son patron. Et il n'est pas en France toutes les 2 semaines pour nos beaux yeux. Il va là-bas pour peaufiner les plans, parce que l'ennemi géopolitique, c'est l'AES. Il ne faut pas rêver. Et quand on a dit ça, il n'y a pas... On dit souvent, la sagesse dit, rien de nouveau sous le soleil. Ben, Faure Eyadema rappelle son père, Gnassingbé, Étienne Gnassingbé Eyadema. Il n'est plus là, père son âme. M. Ouattara vous rappelle Félix Houphouët-Boigny. Analysez le rôle historique de ces deux-là. Je prends seulement ces deux-là, historiquement parlant. Eyadema père, Houphouët-Boigny. Allez voir leur rôle dans la destruction et la déconstruction du mouvement indépendantiste, du mouvement de décolonisation en Afrique subsaharienne, dans les années 60. Allez voir le rôle. La France s'est appuyée, entre autres, bon, il y a Bongo Père aussi. Bongo Père aussi. La France s'est appuyée, pour ne pas citer Senghor et les autres, la France s'est appuyée sur un ensemble de personnalités, mais surtout ces deux-là, pour détruire tous les pays qui auraient pu le nuire. Sankara est assassiné dans un complot qui impliquait la France au premier niveau, mais le Togo, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, etc., le Sénégal. Bon, Senghor a été un acteur majeur. Alors lui encore, lui a ajouté une certaine classe, soi-disant intellectuelle, avec ses poètes, avec ses poèmes, etc., pour endormir les gens. Il a ajouté à ça, mais c'était tous le même, c'était le même siècle. Donc, l'AES, en s'érigeant comme elle s'est érigée là, qu'elle ne veuille ou pas, sa sécurité, sa survie dépend de la neutralisation de l'homme d'Abidjan, qui lui ne cache pas ses ambitions. Nous n'allons pas revenir sur la CEDEAO que nous avons dissoute. Alors, nous ne parlons pas, nous l'avons dissoute. On a tous vu le rôle que M. Ouattara a joué là-dedans. Et le rôle qu'il continue à jouer à ce niveau-là. Donc, soit tu passes à l'offensive et tu anticipes, soit tu attends et tu vas périr. Et les choses sont claires. Monsieur le Président Bandakani, vous venez de clairement indiquer que la Confédération de l'AES avait l'obligation de se protéger contre les assauts potentiels en provenance de Côte d'Ivoire. Dans une sortie récente, le vice-président du Conseil sécuritaire Fédération de Russie, son Excellence Dmitry Medvedev, expliquait que les frontières stratégiques de la Russie incluaient une partie au moins de l'Ukraine. Parce que dans le principe, d'après ce qu'il expliquait, les frontières stratégiques sont des frontières qui vont au-delà des frontières géographiques. Si on revient au cas si nous revenons dans le Sahel précisément, est-ce à dire, M. le Président Bandakani, que cette réalité est aussi vraie pour l'AES? Est-ce que les frontières de l'AES vont au-delà des États de l'AES et incluent la Côte d'Ivoire, M. le Président Bandakani? En tout cas, c'est l'héritage de la conférence de Berlin. Le traçage de nos frontières n'a respecté aucune règle historique, aucune règle anthropologique, aucune règle géopolitique qui soit le propre des Africains. Les Occidentaux ont divisé l'Afrique dans une géographie qui est leur invention et qui correspond à leurs intérêts géopolitiques, géoéconomiques, etc. Donc, jusqu'à de nos jours, les cartes géopolitiques de l'Afrique n'ont rien à voir avec les cartes officielles qu'on vous présente. Toutes ces cartes qui vous servent à embrouiller le cerveau de nos enfants dans les écoles n'ont rien à voir au niveau de la géopolitique, même au niveau de la géoéconomie.
les Occidentaux en général, les Américains, quand ils dessinent l'Afrique, les cartes militaires de l'Occident, les cartes militaires n'ont rien à voir avec les cartes officielles. Ils s'en fichent pas mal, les Occidentaux, quand ils dessinent leur géographie militaire, économique, ils s'en fichent carrément des frontières héritées de la colonisation. Ils s'en fichent. Ça n'a rien à voir. Quand les Américains vous parlent du golfe de Guinée, ça n'a rien à voir avec ce que vous imaginez, ou bien ce que la géographie immédiate vous montre. Le golfe de Guinée version américaine est une carte qui est bien dimensionnée en fonction des intérêts américains sur le plan militaire. Et ça va de la côte jusqu'à la corne de l'Afrique, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc, le vice-président russe est dans précisément le Conseil de sécurité russe. Il a raison quand il dit que les frontières géographiques ne doivent pas être confondues aux frontières géopolitiques. Dans ce sens-là, c'est d'ailleurs la raison de l'avènement de l'alliance du Tako-Gourma. C'est parce que les pays de l'AES ont bien compris cette vérité élémentaire, géomilitaire, à savoir que les frontières géographiques naturelles ou historiques héritées de la colonisation ne sont pas valables au plan de la géopolitique. Parce que si c'était le cas, si les pays de l'AES restaient chacun enfermé dans ses frontières, comment auraient-ils pu gérer efficacement une région compliquée comme par exemple la région de trois frontières? C'est en se fédérant qu'ils ont une maîtrise sur, par exemple, la région de trois frontières. Or, la région de trois frontières est une région éminemment géopolitique parce que c'était un no man's land. C'était un no man's land qui était à la merci des manœuvres de la France, de l'Occident, etc., pour déstabiliser ces pays-là. Donc, vous voyez très bien que, pour ne prendre que cet exemple-là, les frontières géopolitiques n'ont rien à voir. Les frontières géographiques servent de base, mais ce ne sont pas telles qui déterminent les frontières géopolitiques. Une frontière géopolitique se crée en fonction des objectifs géopolitiques que l'on se fixe, en fonction des menaces potentielles qui peuvent s'imposer à vous, en fonction de la projection que vous faites des événements mondiaux, de votre avenir, en termes économiques, en termes stratégiques, ou bien en termes militaires. De ce point de vue, je répète encore, l'AES doit avoir des frontières géopolitiques qui correspondent, n'est-ce pas, aux menaces qui pèsent sur la vie de ces pays-là, mais aussi par rapport aux nécessités de leur sécurité, mais aussi leur capacité à anticiper sur les changements géopolitiques. Donc, l'affaire des militaires qui a longtemps secoué les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali parle plus que tout. Quand vous avez un pays qui pour sa survie, est obligé de vous déstabiliser, comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire. Parce que le valet d'Abidjan, qu'elle est convoqué à Paris, c'est pourquoi on a évalué ses avancées. Quand l'objectif qu'on lui a fixé, à savoir que jusqu'à présent, tu n'as pas encore tué le président Goïta, il vit encore, Ibrahim Traoré vit encore, les Tchanis sont là, mais vous faites quoi? On leur rappelle que votre suivi dépend de ça. Mais quand ils rentrent, ils sont obligés de repartir à l'assaut. Donc, il est très important que cette notion de frontière géopolitique soit bien comprise par les Africains. Parce que je pense qu'au niveau des États, ils ont compris. C'est pour ça qu'ils ont lancé l'alliance. Et cette alliance-là est une réponse solide. C'est une réponse solide aux rêveries et aux manœuvres criminelles du petit sous-préfet d'Abidjan. Merci, Président Badakani. Nous ne pouvons terminer cet entretien sans s'attarder sur le volet social qui a fait une actualité en Côte d'Ivoire récemment. Dans une vidéo récente sur cette même chaîne, vous avez déclaré que la guerre du XXIe siècle sera une guerre des valeurs. Et tout récemment, en Côte d'Ivoire, nous assistons à un mouvement populaire parfois brutal de dénonciation des pratiques LGBT. Quelle est votre lecture par rapport à cette situation sociale? Vous voulez condamner les populations qui se battent pour la préservation de l'humanité et de l'espèce humaine? C'est aucunement mon intention. Oui, vous voulez qu'on dénonce une action de salut de l'humanité? Les populations de la Côte d'Ivoire sont dans leur rôle historique. C'est une mission anthropologique, c'est une mission
elle est même ontologique. Il est question ici de l'existence même de l'espèce humaine, dans ce qu'elle a de fondamental. Ce qui nous distingue des animaux, ce qui fait de nous des humains. Et je pense que c'est la ligne rouge. Et là, les Ivoiriens ont montré qu'ils ne sont pas finis, qu'on ne les a pas enterrés. Et que ceux qui dansent et qui jubilent sur l'effacement historique de ce peuple-là ont déjà perdu. Je parle des puissances occidentales et leur valet, ce régime-là, qui ont célébré ou bien qui célèbrent la mort des Ivoiriens et la fin historique du peuple ivoirien. Donc, à ce propos, on voit là, c'est une action au-delà des LGBT, au-delà de l'énonciation des Woubi et des LGBT. On a là un reflet des capacités de résistance du peuple ivoirien. On a là un reflet de sa résilience historique. Et par rapport à ça, on a là la preuve que les Ivoiriens n'ont pas encore dit leur dernier mot et qu'ils vont récupérer leur pays. Moi, c'est comme ça que je vois ça. On est là dans une phase, dans une manifestation du patriotisme ivoirien qui a reçu des coups très forts, des coups très violents de la part des ennemis de la Côte d'Ivoire, à savoir l'impérialisme français, l'impérialisme français au service de l'impérialisme global, multinational financier, dont l'argent par excellence est M. Ouattara. Le peuple Côte d'Ivoire vient de démontrer qu'ils n'ont pas dit leur dernier mot. Et que ceux qui ont dansé très tôt. Et c'est l'occasion pour nous de rappeler que pour les panafricanistes, ce n'est pas négociable. On ne négocie pas, on ne discute pas sur la question. Et je vous dis, la question de LGBT est plus profonde que vous l'imaginez. Hein, parce que c'est là où va se jouer les rapports de force, la profondeur des rapports de force. C'est là, c'est au cœur de la question de LGBT. Parce que, à partir du moment où, à cause de la folie destructrice, de la folie auto-annihilatrice de l'Occident par rapport à lui-même, on voit bien que c'est la frontière. C'est la frontière à ne pas franchir. Eux, ils l'ont franchi. Quand on analyse le fait que pour nous, c'est une question de vie ou de mort, on voit bien les conséquences qui vont s'en suivre. Les véritables géopoliticiens africains, ceux qui réfléchissent à l'histoire, voient bien que voilà la base d'un renouveau géopolitique extraordinaire sur le continent africain, qui est conforme à ce que vous m'avez rappelé tout à l'heure, à savoir la guerre du XXIe siècle. Et j'ai dit, cette guerre-là, ce serait la guerre des valeurs. La puissance des valeurs va revenir en première ligne. Et des puissances comme la Russie l'ont compris. La Russie utilise très bien la défense et la promotion des valeurs comme une ressource géopolitique majeure. Et ça lui a permis, la Russie, d'élargir énormément sa sphère géopolitique. Par rapport à ça, les Africains, dans le monde, l'Afrique est le seul continent qui a la possibilité de faire des valeurs le ressort, le levier principal d'un renouveau géopolitique qui peut la placer sur le toit du monde. Si c'est l'objectif, ça. C'est l'objectif, sur le toit du monde. En ce sens, il faut saluer le caractère avant-gardiste des manifestations qu'il y a eu en Côte d'Ivoire pour défendre les valeurs sacrées de l'humanité et refuser l'infamie, l'abjection suprême, le dépérissement moral, humain que reflètent les LGBT et qui sont une arme géopolitique majeure dans les mains de l'Occident. D'après vous, pourquoi l'Occident en a fait une arme majeure? Pourquoi, depuis des décennies, l'Occident vous montre que la question principale
principal, de leur démarche géopolitique, c'est la transformation des droits de l'homme en droits LGBT et l'imposition de ce paradigme-là comme étant désormais la matrice essentielle des droits de l'homme. Pourquoi? Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors si on réfléchit bien, on voit bien que si on renverse, ben voilà même son point faible. Voilà le point faible de l'Occident. Et c'est le point faible des relations internationales. Quelqu'un aurait dit la pierre angulaire, la pierre d'achoppement. Mais ça, il faut sortir des vieilles lunes géopolitiques, de cette vieille géopolitique, n'est-ce pas, qui a longtemps tenu le monde, pour comprendre que là, on est dans le tendon d'Achille qui va faire basculer les relations internationales. Parce que demain, comment va-t-on commercer avec des puissants, des pays qui ont perdu leur humanité? Comment va-t-on justifier ça au fur et à mesure? Comment va-t-on justifier ça? Nous sommes très heureux que les pays des BRICS en général et la Russie en particulier aient mis ça au cœur du mouvement des BRICS. Donc, nous saluons cette mobilisation du peuple ivoirien. Nous ne sommes pas partisans de la violence. Partisans de la violence. Mais nous saluons ce peuple-là qui a été mis en demeure par l'offensive des lobbies LGBT en Côte d'Ivoire sous le parrainage du pouvoir de se défendre, de défendre sa dignité la plus extrême. Donc nous saluons cette dynamique-là et nous encourageons les Ivoiriens. C'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président Bandakani, vous décrivez à l'instant un scénario belliciste. Et si je vous ai bien su, Monsieur le Président Bandakani, le schéma serait, je le simplifie un peu, l'Occident faire de lance des LGBT contre le reste du monde opposé LGBT. C'est selon vous la bataille du futur. Monsieur le Président Bandakani, vous avez aussi clairement indiqué que la Côte d'Ivoire n'était pas encore finie. Vous avez dit que le patriotisme ivoirien n'a pas dit son dernier mot. Il a évidemment plié sous le coup de beaucoup d'agressions étrangères, prédatrices, globalistes, mais il n'a pas rompu. Et donc, il a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, Monsieur le Président Bandakani. Quelles sont, selon vous, Monsieur le Président Bandakani, les perspectives politiques qui s'offrent à la Côte d'Ivoire, fort de la situation que vous avez décrite, qui n'est pas très espérante? C'est une très belle question. Les perspectives politiques en Côte d'Ivoire, d'un point de vue classique, sont frappées du sceau du pessimisme. Parce que d'après les apparences, je dis bien d'après les apparences, le sous-préfet d'Abidjan a les manettes de la violence organisée pour imposer sa volonté au peuple ivoirien et à ses adversaires politiques. Quand je parle du sous-préfet d'Abidjan, je parle aussi de ses patrons, français, américains, etc. Les préfets alors? C'est un préfet, c'est un sous-préfet, j'ai dit. Bon, les préfets qui instruisent le sous-préfet d'Abidjan, monsieur. Oui, il y a les préfets, il y a bon, de ce point de vue, je vois où vous voulez aller, de ce point de vue, la France serait une préfecture aux ordres de Washington. Bien sûr, monsieur le Belle analyse, vous avez raison, parce que le petit Tintin de l'Élysée, lui, veut dissoudre la France dans l'Union européenne, la France n'existe plus, il nie tout ce qui est français, historique. Ben, c'est bien pour les Français. Ils vont voir ce que ça coûte d'aller nier aussi les fondations historiques, culturelles, anthropologie des autres peuples. C'est ça la colonisation. Donc, vous avez raison de rappeler ça. Il faut rappeler que la France est une colonie de Washington. C'est bien de rappeler ça. Et que Macron lui-même, c'est un préfet. Donc, il dirige le sous-préfet de Côte d'Ivoire dans le cadre de la géographie globale du capital et de la finance. C'est très bien dit. Parce qu'il y a une géographie globale de la finance et du capital dans lequel Macron n'est qu'un préfet. C'est un préfet et il y a un centre financier et il y a une périphérie et il y a un milieu. C'est organisé comme ça. Le centre, ce sont les marchés financiers. Vous n'avez qu'à suivre les discours en France, comment tout le monde a peur des marchés financiers. On se couche devant les marchés financiers. Les marchés financiers crachent, vomissent, défèquent et tout le monde se couche. On mange même ça, à la limite. Oh, les marchés. Donc cette peur des marchés doit interroger non seulement les peuples européens, mais toute l'humanité entière. Mais c'est quoi les marchés? Ce sont des dieux, c'est quoi cette histoire? Mais c'est la sorcellerie. C'est quoi ce truc? Non, il ne faut pas parler. On ne touche pas les marchés, c'est sacré. Oh non, les marchés ne sont pas sacrés, c'est de la vulgarité la plus extrême. Mais évidemment, dans le système global organisé, effectivement, Macron, c'est un préfet, Ouattara, c'est un sous-préfet.
un chef de quartier. Donc, il a les moyens de la violence organisée en Côte d'Ivoire et il s'appuie dessus pour essayer d'imposer sa volonté. Il a tout donné à Macron, tout. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire qu'il a tout donné, tout. Il est prêt à tout. Au point où il n'a même plus rien à offrir. Il a, je dis bien, tout. Ce qu'il y a de visible ou d'invisible, imaginez tout. D'ailleurs, Macron était venu fêter son anniversaire là-bas en Côte d'Ivoire. Oui. On se demande dans quelles conditions ça a eu lieu. Ils ont fêté ça comment? Il y a même fait le matin, une fête le jour. Monsieur le Président, ce que nous avons vu, c'était une fête en soirée, Monsieur le Président. Oui, tout, on imagine. Donc tout, quand on connaît les habitudes de M. Macron, quand on connaît son niveau de dépravation, etc., on peut imaginer que bon, M. Ouattara a tout donné, il n'a même plus rien à donner. C'est parce que je vous invite à moins de spéculation, monsieur le Président. Je donne des faits, je ne spécule pas. Mais que j'ai l'anniversaire enfin avec un monsieur qui va enseigner aux enfants de 4 ans dans les salles de classe, la sodomie, tous les petits là, on fait quelle fête avec un type comme ça? Moi je pose la question. Hein. Bon, quelqu'un d'anormal, bon, on fait l'anniversaire avec quelqu'un qui est complètement déréglé. Ils savent ce qu'ils ont fait là-bas. Mais je ne sais plus ce que Ouattara peut donner, qu'il n'a pas encore donné. Donc il donne tellement de gages que bon, toute sa bataille maintenant, c'est de s'assurer qu'il est l'adoubement de l'OTAN, donc de Paris, pour son 4e mandat. Voilà sa bataille. Et je pense qu'au regard de ce qui se passe, il a pratiquement obtenu, parce que c'est le schéma même qui plaît le plus aux Occidentaux. Les Occidentaux aiment des schémas nationaux où les forces nationales sont émiettées, extrêmement affaiblies, c'est que les conditions d'une auto-neutralisation des forces politiques en interne, et du coup, ils n'ont pas trop de soucis, ils arbitrent, et le plus fort à l'interne, devant eux, devient un pion, parmi d'autres pions qu'on peut manipuler et manipuler. Donc, la configuration ivoirienne est telle que Macron et l'Occident, ils ont beaucoup de choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prétendants à la place de Ouattara. Et il y a beaucoup de candidats à la sous-préfecture. Donc du coup, le parrain occidental, lui, il a le choix. C'est-à-dire qu'il se vante même. C'est-à-dire qu'il a le choix. Tellement les sous-préfets sont tellement des valets. C'est-à-dire ils ont dépassé la valetaille au point où c'est même le préfet qui modère. Il dit que bon, pour l'instant, je veux que vendez à ce niveau. Il n'est pas encore temps de vendre au niveau-ci. Restez encore au niveau là. Et le préfet n'a pas le choix. Il a l'embarras du choix parce qu'il y a tellement de sous-préfets candidats à la place de Ouattara que la France est très à l'aise. Donc les perspectives politiques en Côte d'Ivoire ne sont pas, du point de vue classique, ne sont pas très heureuses. Classe politique divisée, opposition totalement divisée, avec des renégats, des traîtres qui s'agitent là, la Filinguessan, tout le consort. Maintenant, il y a un nouveau criminel qui est devenu un certain Tcham. Voilà. Si, monsieur le Président, en parlant de lui, monsieur le Président, voilà, mais ça dit celui-là même, ça dit que il est même plus pire que Ouattara. Monsieur le Président, il a été élu président. Mais si quelqu'un est pire que Ouattara, c'est grave. Hein? C'est-à-dire, Tcham là, c'est-à-dire, quand vous l'écoutez parler, mais qu'est-ce qu'il fait en politique, ce type? Mais qu'il a vendu de l'argent, qu'il a continué à vendre l'argent avec là où il était qu'il est dans les banques. C'est une horreur. Mais c'est une horreur. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il vient faire en politique? Mais il l'a envoyé, il est en mission. Par les mêmes parrains pratiquement que M. Ouattara. Le but est d'émietter la scène politique ivoirienne, d'affaiblir le camp patriote totalement et de semer la confusion. Vous savez, quand l'eau est troublée, les grands pêcheurs, c'est eux qui pêchent tranquille, pêchent à nos troubles. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Mais d'un point de vue géospirituel, et d'un point de vue qui n'entre pas dans le classicisme ambiant, rien n'est perdu pour les Ivoiriens. Et moi, je fais que le dire, c'est un message d'espoir que nous avons pour nos frères en Côte d'Ivoire. C'est souvent lorsqu'on pense que tout est perdu que Dieu entre en scène. Et les panafricanistes ont plein d'exemples comme ça. Nous avons plein d'exemples comme ça, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, au Niger. Pour ne prendre que ces cas-là, où il y avait une situation de désespérance historique absolue, mais c'est là où est né la RS. Oui. C'est là où sont venus, c'est là où nos plus belles promesses se sont réalisées. Effectivement. C'est là où les espoirs panafricanistes ont connu une accélération que nous-mêmes, on n'imaginait pas. Oui. Donc, nous disons aux Ivoiriens,
ne baissez pas les bras, gardez l'espoir. Dieu, nous répétons encore, le vrai Dieu, comme moi j'aime le convoquer, le vrai Dieu n'a pas dit son dernier mot pour la Côte d'Ivoire. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces perspectives-là. Donc toute la bataille de Ouattara maintenant, c'est de tout faire pour que l'opposition s'éclate le plus largement possible. C'est d'anesthésier totalement le mouvement populaire. Je n'aime pas le mot société civile. Je préfère dire le mouvement populaire, l'anesthésier totalement. Je crois qu'il a été très surpris par le mouvement contre les Woubi. Mais c'est d'anesthésier ça pour que l'opposition soit coupée de ses soutiens populaires, qu'on aura apeuré, terrorisé par les perspectives d'une violence organisée. Vous savez que Ouattara, il ne recrute sur rien. Je ne parle pas de l'aspect mystico-magique. Vous ne connaissez pas le degré de pourrissement magique que le régime Ouattara a atteint. C'est un régime qui est totalement plongé dans les pratiques magiques, avec pour objectif de complètement anesthésier les populations ivoiriennes. Il est à fond dans ça. Tous les témoins qui connaissent comment il fonctionne vous le disent. Hein. C'est très obscurantiste là. On est retourné même, c'est plus que le Moyen-Âge. Ces gars, ils croient tellement à la magie, il investit à fond dans la magie. Eh bien, là, c'est là où se trouvent les ressorts de sa chute. C'est là. Et il chutera de son propre fait. Vous savez, à la veille de sa chute, Bazoum se bombait le torse. Vous avez oublié? Il bombait le torse. Il avait tout donné aux Américains, tout donné aux Français. Et il tapait sur ses frères du Mali. Il tapait au Burkina que normalement, il n'y a pas d'armée, c'est les veaux. Vous rappelez-vous? Bazoum. Mais comment il est tombé? Comment il est tombé? Vous savez, la chute de Bazoum, il faut analyser, c'est du miracle. Hein? C'est-à-dire que Bazoum est tombé quand rien ne montait qu'il allait tomber. Bon, nous avons fait le travail, nous avons annoncé, certains vont dire prophétiser. Oui, on a ça, on a vu ça, on l'a dit. Mais une chose est de voir, mais les conditions historiques réelles, rien ne montrait qu'attends. Bazoum était au fait de sa puissance, rien ne montrait qu'il allait tomber. Il est tombé. Et ses parents américains ont été chassés du Niger. Et ils croyaient même que non, on va le rétablir. Ils continuaient à rêver. Dans un film digne des pires voyous mercenaires qui ont vendu leur pays et vendu leur âme, ils savaient comment le rétablir. Ils se vantaient. Jusqu'à aujourd'hui, ils continuent à croire. Hein. Il n'est pas encore descendu sur terre. Et il ne descendra pas. Lorsqu'on on va le condamner pour haute trahison, peut-être là où il va descendre. Peut-être quand la balle va siffler dans sa tête, qu'il va descendre. Donc, soyons confiants, continuons à faire le travail, le magistère de la parole, pour continuer à rappeler à ce régime qu'il est maudit, parce que son essence c'est la malédiction, et qu'il n'a pas de place dans la configuration de l'Afrique telle que les plus grands patriotes africains, nos prédécesseurs dans la lutte, qui ont donné leur vie et versé leur sang pour l'Afrique, ont pensé. Il n'a pas de place. Ce régime-là, je le répète, inacceptable. Un tel régime en Afrique, c'est une honte pour toute l'Afrique. Voilà pourquoi nous n'allons pas cesser, nous les panafricanistes, de dénoncer ce régime et d'annoncer sa chute. M. Ouattara va envoyer ses chiens de garde pour dire qu'il faut qu'il parle du Cameroun. Il faut qu'il parle du Cameroun. J'ai déjà donné autant d'arguments possibles par rapport à ça, mais je vais ajouter quelque chose, un autre argument de sagesse simple. Hein. À ceux qui vont venir jouer les Ouattaristes de pacotier, là, moi je pose une question. Est-ce que si la maison de mon voisin brûle, le feu brûle, je vois le feu arriver chez moi, alors je vais refuser d'aller aider le voisin parce que vraiment, chez moi là, je n'ai pas rationné, mon épouse est fâchée de moi parce que je suis un mari responsable, je vais aller l'aider à éteindre le feu. Parce que si je n'éteins pas le feu, ma maison va brûler. Et ça sera pire que le problème que j'ai voulu, qui m'aurait empêché de faire ce que la solidarité élémentaire, ce que l'humanité élémentaire exige. Pour protéger le Cameroun, protéger les pays africains, nous devons nous occuper de la Côte d'Ivoire. Et qu'ils fassent pareil pour le Cameroun, je les encourage dans ça. Merci, Président Bandakani. Au thème de cette interview, nous retenons, rien n'est fini pour la Côte d'Ivoire. Le patriotisme ivoirien n'a pas dit son dernier mot. Le vrai Dieu non plus. Et nous vous connaissons pour la pertinence et la puissance de vos propos. Nous sommes très heureux d'avoir eu le privilège de ce moment pour lequel vous avez disposé de votre temps pour le bien de ceux qui vous suivent.
Merci à nos internautes qui restent fidèles et merci à vous, Président Bandakani. Moi qui vous remercie. Et bonne fin de soirée à vous. Je vous en prie.